America. « 1988 dans une petite ville de l'Iowa, durant la campagne présidentielle aux États-Unis. Donald Darko, dit Donnie, est un adolescent très intelligent mais atteint de schizophrénie paranoïde selon sa psychiatre. Il est souvent incompris et se sent comme à part du reste de son entourage, y compris de sa famille. En plus de cela, Donnie expérimente des visions dans lesquelles un homme en costume de lapin lui donne des indications et lui annonce rien de moins que la fin du monde. À la suite de cette virée nocturne orchestrée par Frank l'ami imaginaire, le jeune homme se rendra compte qu'il a échappé à la mort, un réacteur d'avion s'étant écrasé dans sa chambre pendant la nuit. Les 28 jours suivants seront un véritable changement pour Donnie, qui effectuera des missions étranges ordonnées par Frank, des découvertes surprenantes et la rencontre d'une nouvelle élève, Gretchen. Vous avez trouvé ce résumé étrange, intriguant? Vous êtes confus? N'avez pas vraiment compris l'histoire ni le but de ce film? Avant d'aller plus loin et de vous expliquer plus en détail cette œuvre, attardons-nous d'abord sur l'origine et le créateur de celle-ci. Né en Virginie en 1975, Richard Kelly grandit dans une Amérique puritaine et marquée par la présidence de Ronald Reagan. En 1997, il décrocha son diplôme à l'USC School of Cinema Television en Californie, université dans laquelle il réalisa 2 courts-métrages, The Goodbye Place et Visual Matter. Son diplôme en poche, Kelly traverse une période de doute. Il se sent perdu et se demande quoi faire de son avenir, un schéma type n'existant pas vraiment afin d'être sûr de devenir réalisateur. Il travaille de nuit dans une maison de post-production, lieu où il amène notamment des cappuccinos à Madonna, mais où il termine surtout son film universitaire. Celui-ci fini, il possède donc une bonne démo visuelle, mais cependant, quasiment rien du côté scénario. C'est alors dans les alentours de 1999 qu'il commence l'écriture de son premier long-métrage, avec seulement un unique cours de scénarisation datant de ses années à l'USC à son actif. Environ 1 mois et demi plus tard, Donnie Darko est né. Âgé de seulement 24 ans, Richard Kelly vient de créer une chose dont il ne mesure pas encore l'envergure. Il envoie le scénario à un de ses amis travaillant à la New Line Cinema, société de production ayant dans ses archives des films tels que Seven, The Mask ou encore la saga des films d'horreur Freddy. Cet ami lui confiera que son script est vraiment bon et qu'ils peuvent donc en faire quelque chose. Le film ne sera néanmoins pas produit par la New Line, mais par une autre société, Flower Films. De fil en aiguille et désormais avec la célèbre actrice Drew Barrymore impliquée, le projet finit par se concrétiser. Et à 25 ans, Richard Kelly réalise donc son premier film, ce qui est très jeune, la plupart des réalisateurs faisant leur premier pas dans ce rôle généralement vers la trentaine. Il confiera d'ailleurs en 2011 qu'il était presque trop jeune et qu'il a eu en quelque sorte de la chance d'avoir déniché cette opportunité. C'est en réalité assez impressionnant car effectivement, Kelly n'a que 6 ans de plus que Jake Gyllenhaal qui joue Donnie. Comme dit précédemment, Kelly a grandi dans l'Amérique de Reagan, une décennie régie par la guerre froide menant à un manichéisme proéminent dans la société américaine et un certain rapprochement aux valeurs puritaines quelque peu oubliées lors des années 70, qui était alors une période d'épanouissement pour la libération sexuelle, les hippies et la contre-culture. Cette atmosphère dans laquelle il a baigné étant plus jeune, il la retransmet en partie dans Donnie Darko. Avec évidemment le cadre spatio-temporel, la ville fictive de Middlesex durant la campagne présidentielle de 88. Le réalisateur a d'ailleurs confirmé que ses films se situeraient à chaque fois, soit avant, soit après une élection, afin de les ancrer dans la réalité. Mais également avec des personnages tels que Kitty Farmer, professeur de gym bigote interprété avec brio par Bev Grant, ou encore Jim Cunningham, écrivain et sorte de coach spirituel joué par le regretté Patrick Swayze. Ces 2 personnages se dévouent à une lutte contre la haine, la peur, la violence et ce qu'ils jugent être une perversion de la jeunesse, avec des techniques plus ou moins efficaces comme le montrent les scènes avec le tableau sur lequel sont écrits les mots « fear » et « love », chacun à l'opposé d'une ligne. Ces concepts sont d'après Farmer et Cunningham les seules émotions guidant réellement l'être humain, ce que Donnie désapprouve fortement en expliquant que cela n'a aucun sens et que le spectre des émotions humaines est bien plus vaste et complexe que cela. En effet, Donnie est souvent révolté face à des idéologies qu'il trouve illogiques voire dangereuses.
Il s'insurgera face à celle-ci dans plusieurs séquences, comme dans la scène décrite juste avant, où lorsqu'il tient tête à Jim Cunningham, ce dernier donnant des conseils ridicules aux étudiants pour surmonter leurs problèmes. Ces moments sont importants pour bien comprendre une facette de notre protagoniste. Donnie ressent. Il ressent énormément de choses. La colère, la solitude, le plaisir de coincer les gens dans leur propre piège. Ces émotions sont souvent poussées à l'extrême, chose commune lors de l'adolescence. Et c'est ici que l'on se rend compte de l'aspect très personnel du film. Richard Kelly a mis toutes ses pensées, ses failles et ses obsessions dans ce script maintenant porté à l'écran. Il en parlera dans une interview pour le site Quartz, effectuée par Jeff Slate en 2017 avec ces mots. Je pense que c'était vraiment une expression de mes anxiétés internes en tant qu'adolescent, c'est certain. Il s'agit probablement plus d'un film autobiographique que les gens ne peuvent réaliser. J'ai notamment réussi à m'en rendre compte maintenant que je suis plus âgé. Le personnage de Cherita, joué par Jolene Purdy, est discret mais pourtant assez présent. Elle a pour unique réplique « Shut up !» prononcée exactement ainsi, et est secrètement amoureuse de Donnie. Elle représente l'innocence, la victime d'harcèlement scolaire qui s'en sortira certainement bien finalement grâce à son talent en danse. Dépeignant donc un mal-être adolescent qui est en quelque sorte celui qu'il a vécu, Kelly aborde un sujet qui peut soit sauver de ce mal-être, soit enfoncer davantage l'individu dedans. Le premier amour. Tout jeune homme rêve de ça, l'arrivée inattendue d'une personne dans sa vie pour le sortir du trou. Ici, il s'agit de Gretchen, la nouvelle élève, interprétée par Jenna Malone, âgée de 16 ans seulement lors du tournage. Elle le soutient et le comprend, ou tout du moins elle essaye. Elle accompagnera Donnie tout au long des 27 jours restants avant la fin du monde, avant de se faire rouler dessus par Frank, qui se révélera être un véritable être humain. Comme lui avait murmuré Roberta Sparrow, une centenaire ayant rédigé un livre sur le voyage temporel, « Toute créature au monde meurt seule ». Donnie se voit à présent sans sa moitié, et doit donc se sacrifier afin de sauver Gretchen ainsi que sa mère et sa petite sœur, toutes deux présentes dans l'avion duquel se décrochera le réacteur. Cette situation n'étant pas se rappeler celle de Jésus, et chose intéressante, Donnie et Gretchen vont au cinéma regarder Evil Dead, qui est à l'affiche en même temps que La Dernière Tentation du Christ. Il s'agit peut-être là d'un clin d'œil, en dehors du fait que ce film ait subi une censure à l'époque, signe de la présidence Reagan. Une sorte de prédiction. Après tout, cela ne serait pas étonnant étant donné que d'autres éléments de ce type sont présents tout au long du métrage. Au début du film, on peut apercevoir la voiture rouge de Frank alors que Donnie fait du vélo. Et lorsque Madame Farmer passe une cassette de Cunningham, Frank conseille à Donnie de bien prêter attention, car elle pourrait louper quelque chose. En l'occurrence, Jim Cunningham faisant un câlin à un enfant et lui administrant une rapide tape sur les fesses. Le personnage se révélera être un pédophile. Pour Richard Kelly, la musique fait part intégrante du processus de création. La majorité des pistes sont choisies dès l'écriture du scénario, et des scènes entières sont chorégraphiées sur une chanson bien spécifique. Dans Donnie Darko, c'est le cas pour le magnifique plan séquence sur Head Over Heels du groupe Tears for Fears, et ce devait également l'être pour le numéro de danse de Sparkle Motion. Dans le film, le groupe de jeunes filles mené par Samantha, la petite sœur de Donnie, danse sur Notorious de Duran Duran, car Kelly n'a pas pu utiliser la musique prévue à l'origine, West End Girls des Pet Shop Boys. Encore plus surprenant, Kelly engagerait un compositeur avant même d'avoir commencé le travail sur la photographie. Selon lui, la musique est véritablement un élément fondamental pour ses films en tant que réalisateur. L'incroyable bande originale de Michael Andrews est assez spéciale à mon sens puisqu'elle explique finalement toute la trame du film à travers ses titres. Des morceaux comme The Tangent Universe, Artifact and Living, Manipulating Living ou encore Insurance Trap sont en réalité des titres de chapitres de l'ouvrage de Roberta Sparrow, The Philosophy of Time Travel. Quand on demande à Kelly d'où vient Frank, il avoue avoir du mal à répondre à cette question. Quelques personnes suggèrent qu'il viendrait d'un autre film avec un grand lapin comme ami imaginaire, Harvey, sorti en 1950 avec James Stewart. Néanmoins, le réalisateur de Donnie Darko affirme ne l'avoir jamais vu. Selon lui, il se peut que ce personnage lui soit apparu dans un rêve ou qu'il soit une création inconsciemment déviée de Watership Down, œuvre qu'il admire depuis longtemps. Il y a d'ailleurs une scène de la Director's Cut dans laquelle les étudiants étudient le film et le livre. L'aspect esthétique du personnage a été imaginé par Kelly lui-même, ses premiers croquis du costume étant visibles lors du montage sur Mad World de Gary Jules à la fin du film. Le métrage est également construit sur une autre obsession de longue date de Richard Kelly, un souvenir qui le hante depuis sa jeunesse. Il en a fait part dans l'interview pour Quartz. Un morceau de glace est tombé de l'aile d'un avion quand j'étais enfant et s'est écrasé dans la maison de mes voisins. Je me rappelle plus qui était le gosse, mais c'était quelque chose que j'avais lu et c'est resté. C'était l'origine de l'intrigue. Qui que soit ce gosse du voisinage, j'espère qu'il est en vie et en bonne santé. Ce film est donc personnel à tout niveau, même dans cet élément semblant tout à fait inventé et improbable. Dire d'ailleurs qu'en réalité, il n'a pas mis 1 mois et demi à l'écrire, mais 23 ans, soit toute sa vie. Le film fut un échec, bien qu'il ait été acclamé par la critique dès la sortie. C'est suite à sa sortie en DVD qu'il devint populaire et acquit son statut d'œuvre culte. La version cinéma laisse place à plusieurs interprétations, l'univers tangent, le rêve ou l'hallucination, là où la version Director's Cut sortie en 2004 répond à la plupart des interrogations que le spectateur pourrait se poser, en rajoutant 20 minutes de film et des extraits du livre de Roberta Sparrow.
l'ordre de certaines musiques est également modifié. En 2016, 15 ans après sa sortie en salle, une édition Blu-ray 4K est commercialisée par Arrow Video, et en 2019, la société de distribution Carlotta donne une seconde vie au film en diffusant les 2 versions en 4K dans certaines salles françaises. Bien qu'une suite nommée S. Darko et Donnie Darko Tale soit sortie en 2009 avec David Chase reprenant ce rôle de Samantha Darko, Richard Kelly n'a absolument rien à voir avec ce film et n'en a même pas lu le script. Il ne semble néanmoins pas foncièrement contre un retour vers cet univers, si cela en vaut vraiment le coup, et s'il a une histoire assez intéressante pour le faire. Nous arrivons vers la fin, moment parfait pour vous raconter des petites anecdotes. Avec Donnie Darko, Kelly offre leur premier rôle au cinéma aux acteurs Seth Rogen, Ashley Tisdale et Fran Kranz. Des années plus tard, Kelly découvrit l'ouvrage The Writer's Journey de Joseph Campbell et se rendit compte que son étrange script de Donnie Darko modernisait voire corrompait les principes de celui-ci sans en avoir eu aucune connaissance lors de l'écriture du scénario, certains personnages de Donnie Darko représentant des concepts présents dans The Writer's Journey. Film fantastique, de science-fiction, histoire d'amour, teen movie, drame social ou comédie noire comportant de nombreuses séquences musicales. Où pourrait bien se positionner Donnie Darko sur l'étagère des genres? La réponse serait à peu près partout et à peu près nulle part à la fois. En 2001, Richard Kelly a dévoilé une œuvre complexe, intemporelle et inclassable, qui s'avéra tout simplement être un chef-d'œuvre. Merci à tous pour votre écoute. Regardez des films, restez connectés. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself to him. In starlit nights I saw you, so cruelly you kissed me. You